Maintenant, dites-moi, la question tout simplement que j'aimerais poser ici est de savoir l'individu A appartient à quel type de marché et vous qui êtes l'individu B, vous appartenez à quel type de marché. Donc, si vous avez compris ceci, les amis, vous serez tout simplement capable de répondre à cette question-ci. Maintenant, nous allons passer sur comment relier ceci à un graphique. Maintenant, des fois, les personnes vont tracer comme ceci et dire que le prix n'est pas revenu dans ma supply zone. Mais je vais vous dire que non. Le prix est revenu dans ta supply zone. C'est la supply zone que tu n'as pas bien dessinée. Mais sinon, le prix est revenu dans ta supply zone. Salut chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de supply and demand. Alors les amis, cette vidéo a été sollicitée et demandée par beaucoup. Donc, avant même de visionner la vidéo, les amis, je vous conseillerais de liker cette vidéo parce qu'elle serait tout simplement extra. Alors sans plus tarder les amis, nous allons commencer avec la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment est-ce qu'on peut utiliser ce terme-ci pour mieux comprendre le marché. Comment est-ce que également on peut identifier des supply zones valides et des demand zones valides. Bien, tout d'abord les amis, pour commencer, nous allons dire que supply and demand, les amis, c'est tout simplement les termes en anglais. Nous allons d'abord commencer par comprendre c'est quoi une supply. Pour parler de supply, les amis, supply c'est tout simplement un terme en anglais qui veut tout simplement dire en français offre. Et que veut dire demand, les amis? Demand, les amis, ça veut tout simplement dire demande en français. Donc là, vous allez voir que ici, nous allons parler de supply qui en français veut dire offre et nous allons également parler de demand qui en français veut dire demande. Ici, les amis, il s'agira tout simplement d'étudier la loi de l'offre et la loi de la demande. C'est tout simplement ça. Et comment est-ce que nous pouvons utiliser ces lois-ci, les amis, pour simplifier nos compréhensions du marché et encore pour savoir des actions que nous pouvons prendre sur le marché en fonction de ces lois. Les amis, lorsque nous allons parler de la loi de l'offre, ici, nous allons beaucoup plus faire l'accent sur la vente. Et lorsque nous allons faire référence à la loi de la demande, les amis, là, nous allons parler d'achat. Donc, comment est-ce que nous pouvons utiliser ces deux lois-ci? Lorsqu'on va vous parler de la loi de l'offre, les amis, ça veut dire que ici, ce que vous voulez faire, c'est tout simplement vendre. Lorsqu'on vous parle de la demande, les amis, ça veut dire que ce que vous voulez faire, c'est acheter. Donc, sur vos zones d'offre, les amis, vous voulez vendre et sur vos zones de demande, vous voulez tout simplement acheter. Pour pouvoir acheter ou vendre sur un marché, ce que vous devez d'abord faire, c'est identifier le type de marché. Tout simplement, les amis, parce que en identifiant le type de marché, cela va vous permettre de savoir de quel côté est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous vous situez du côté de la vente ou bien est-ce que vous vous situez du côté de l'achat? Parce que l'erreur que beaucoup font, c'est que ils arrivent sur des marchés acheteurs et passent plutôt des ordres de vente. Ce qui fait que la majorité des ordres que vous allez passer sur le marché tout simplement vont échouer parce que vous n'avez pas bien compris ce concept-ci. Donc, tout d'abord, avant de décider si je suis acheteur ou vendeur, je dois d'abord identifier les types de marché dans lesquels je me trouve. Maintenant, ici, les amis, même avant de parler de type de marché, vous devez d'abord comprendre ceci. Un point très important. Vous devez d'abord comprendre que dans un marché, nous avons deux types de personnes. Alors, nous allons parler de l'individu A, ici, ok? Et nous allons également parler de l'individu B, ici, là. A, ici, les amis, va tout simplement représenter ce qu'on va appeler les producteurs. Et B va tout simplement représenter ce qu'on va appeler les consommateurs. Dans un marché, nous avons deux types de personnes. Nous avons les producteurs et nous avons les consommateurs. Maintenant, lorsque je parle de producteurs, ici, les amis, je fais également référence aux vendeurs. Et lorsque je parle de consommateurs, je fais référence aux acheteurs. Maintenant, vous devez comprendre de quel côté est-ce que vous vous situez selon le marché. Si vous arrivez sur un marché dominé par les producteurs, alors si vous voulez vous faire des gains là-bas, vous voulez être producteur également et non consommateur. Maintenant, si vous arrivez sur un marché qui est dominé par les consommateurs, ce que vous voulez faire, c'est automatiquement consommer. Je ne sais pas si je me fais comprendre, les amis. Donc, c'est grâce à ceci, les amis, que si vous êtes capable d'identifier le type de marché dans lequel vous vous trouvez, alors vous serez capable d'identifier le type d'individu que vous êtes. Donc, pour améliorer la compréhension de ceci, les amis, nous allons donc parler des deux types de marchés que nous pouvons avoir. Ici, les amis, nous allons tout simplement vous parler de deux types de marchés. Maintenant, notre premier type de marché, les amis, ça serait tout simplement les marchés dominés par des acheteurs. Maintenant, comment reconnaître un marché qui est tout simplement dominé par des acheteurs? Maintenant, pour reconnaître les marchés dominés par des acheteurs, les amis, vous allez tout simplement voir que le plus souvent, ce marché aura tout simplement tendance à avoir une courbe haussière, comme ceci. Maintenant, comment identifier les courbes sur un graphique, les amis? On va tout simplement y en venir plus tard dans la vidéo. Donc là, c'est le premier type de marché. Maintenant, nous allons tout simplement passer au deuxième type. Et notre deuxième type de marché, les amis, que nous pouvons observer, ça serait tout simplement les marchés dominés par des vendeurs.
Et ce type de marché, si les amis, aura tendance à avoir une courbe baissière, comme ceci. Maintenant, les marchés dominés par les acheteurs, les amis, ce serait tout simplement les marchés des consommateurs. Et les marchés dominés par des vendeurs, ça serait tout simplement le marché des producteurs. Je ne sais pas si je me fais comprendre, les amis. Maintenant, vous allez comprendre, les amis, que selon le marché, un trader a tout simplement la capacité de choisir si est-ce qu'il est producteur ou bien est-ce qu'il est consommateur. Maintenant, l'erreur que beaucoup font, les amis, c'est que lorsqu'ils arrivent sur un marché qui est dominé par des acheteurs, il y a des personnes qui, eux, vont devenir des producteurs et ils vont plutôt essayer de vendre sur ce type de marché. Lorsque vous vendez sur ce type de marché, les amis, le plus souvent, vous allez voir votre stop loss être ramassé. Tout simplement parce que ce n'est pas le marché des producteurs, mais le marché des consommateurs. Et les consommateurs font comment? Les consommateurs consomment tout simplement. OK? Lorsque vous entrez dans une boutique, par exemple, ou bien dans un supermarché, vous êtes tout simplement consommateur. Et la personne qui vous vend la chose est tout simplement producteur. Donc, vous devez tout simplement identifier le type de marché dans lequel vous vous trouvez. Et là, maintenant, cela va vous permettre tout simplement de pouvoir identifier le trader que vous deviez être. Ne vous en faites pas, les amis. Lorsqu'on va ramener ceci au graphique, vous allez complètement comprendre. Mais le plus important est de savoir que nous avons deux types de marchés. Les marchés dominés par les acheteurs qui est les marchés des consommateurs. Donc, si j'arrive ici, je veux absolument consommer. Je ne veux pas être producteur. Je ne veux pas vendre sur ce type de marché. Et quand j'arrive sur ce type de marché dominé par les vendeurs, je veux tout simplement vendre. Je ne veux pas acheter. Maintenant, comment est-ce que je dois identifier clairement le type de marché dans lequel je me trouve face à un graphique? Là, vous allez tout simplement utiliser la notion de tendance pour pouvoir identifier clairement quel type de marché vous avez en face de vous selon les caractéristiques du graphique. Mais avant de relier tout ceci au graphique, les amis, j'ai tout d'abord une question pour vous. Et vous allez tout simplement laisser la réponse à cette question-là dans la barre des commentaires. Maintenant, la question est de savoir, disons par exemple que vous êtes dans un pays africain et que vous voulez aller par exemple à Londres. Donc là, vous aurez besoin de changer la monnaie de votre pays pour vous approvisionner en euros. Donc là, nous allons dire que vous avez besoin de la monnaie et nous avons un Français qui lui est A. C'est lui qui va vous donner de l'euro et nous avons vous qui est B. Donc ici, les amis, vous avez tout simplement compris que le Français, lui, est celui qui va vous approvisionner en euros. OK? Donc ici, c'est lui le producteur. Et qui êtes-vous? Vous êtes tout simplement le consommateur de l'euro. Maintenant, dites-moi, la question tout simplement que j'aimerais poser ici est de savoir l'individu A appartient à quel type de marché et vous qui êtes l'individu B, vous appartenez à quel type de marché. Donc, si vous avez compris ceci, les amis, vous serez tout simplement capable de répondre à cette question-ci. Maintenant, nous allons passer sur comment relier ceci à un graphique. Maintenant, pour relier ceci à un graphique, les amis, c'est très simple. Pour identifier le type de marché sur un graphique, les amis, nous devons d'abord identifier la tendance. Une fois que vous avez identifié la tendance, alors là, vous saurez identifier le type de marché. Pour des marchés dominés par des acheteurs, les amis, la tendance serait tout simplement une tendance haussière. Lorsque vous avez une tendance haussière, ça veut tout simplement dire que ce marché-là est dominé par des acheteurs. Et ce que vous voulez faire dans un marché qui a une tendance haussière, c'est tout simplement être acheteur. Donc, ce que vous devez faire, les amis, c'est de ne pas du tout négliger ce côté-ci. Vous devez absolument comprendre ceci. Donc, j'attire tout simplement votre attention ici, les amis, d'être très, très attentifs. Ici, les amis, une tendance haussière va tout simplement se traduire par une succession de N, comme ceci. OK? Donc là est la tendance haussière. Maintenant, lorsque vous venez et que vous avez identifié votre tendance haussière, alors comprenez donc que ce marché-là est un marché dominé par des acheteurs. C'est un marché de consommateurs. Donc ce que vous devez faire là-bas, c'est de consommer, c'est d'acheter au maximum. Maintenant, pour identifier la tendance, vous avez besoin d'une unité de temps. Moi, personnellement, j'utilise 2 unités de temps pour déterminer une tendance claire. Je vais utiliser une unité de temps pour l'analyse sentimentale et une autre unité de temps pour l'analyse de structure. Si vous êtes nouveau à ce concept-ci, je vous conseillerais tout simplement d'aller et regarder la vidéo sur l'analyse multi-time frame. Là, vous allez comprendre tout ceci. Bon, disons que vous utilisez seulement une seule unité de temps pour déterminer votre tendance. Les unités de temps que nous avons ici pour déterminer une tendance, par exemple, nous avons le mois. OK? Nous avons le weekly, nous avons daily, nous avons le 4H, le 1H, et pour les super hyper scalpers, nous avons le 15 minutes. Maintenant, quand je parle de hyper super scalper, les amis, c'est tout simplement que si vous utilisez le 15 minutes pour déterminer la tendance, alors vos entrées vont se faire au niveau des secondes pour être plus sûr sur ce que vous êtes en train de faire. Nous avons par exemple le monthly, le weekly, le daily, le 4H et le 1H. Là est les unités de temps que vous pouvez utiliser pour vos analyses. Maintenant, si vous êtes par exemple swinger, si vous êtes swinger, je vais vous conseiller ces deux-ci. Maintenant, si vous êtes par exemple trader de position, alors je vais vous conseiller ceci et parfois aussi le weekly. Maintenant, si vous êtes day trader
je vais vous conseiller ces deux-ci, le 4H et le 1H. Maintenant, je ne dis pas que vous choisissez deux, les amis. Je dis tout simplement que vous devez choisir une seule unité de temps. Si vous êtes day trader, vous pouvez choisir une unité de temps parmi ces deux-ci pour déterminer votre tendance. J'espère que je me fais comprendre. Maintenant, les amis, nous allons tout simplement passer au deuxième type. Ici, les amis, nous allons vous parler de la tendance baissière. Et ce marché ici, les amis, on va tout simplement dire que c'est un marché qui est dominé par des vendeurs. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, une tendance baissière serait tout simplement traduite par des successions de U, comme ça. Ok? Maintenant, si vous êtes nouveau au concept U et N, regardez dans la description de cette vidéo, les amis. Toutes les vidéos que je vais lister durant cette vidéo-ci, vous allez tout simplement les trouver dans la description de celle-ci. Donc, du coup, après avoir visionné celle-ci, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur cette vidéo-là pour regarder. Ok? Donc, pour celle-ci, vous pouvez regarder la vidéo sur BOS et gauche et vous allez également regarder la vidéo sur la structure du marché. Donc, nous allons continuer. Ce qui veut dire, les amis, que lorsque j'arrive ici, sur ce type de marché, je ne veux que vendre. Donc, les unités de temps que je vais utiliser ici, tout simplement pour mes analyses, nous allons avoir le monthly, ok? Nous allons avoir le weekly, nous allons avoir le daily, nous allons avoir le 4H, 1H, et nous allons avoir le 15 minutes, tout simplement. Maintenant, comme j'ai tout simplement indiqué plus haut, les amis, vous allez voir que le monthly, le weekly et parfois aussi, on va dire, du daily est beaucoup fait pour des swing traders. Maintenant, du day trading, le 4H, le 1H, fait pour les day traders. Maintenant, ça va dépendre de la volatilité. C'est pour ça que c'est pour les deux. Souvent, lorsque vous allez utiliser l'unité de temps 4H, vous allez faire entre 1 et 2 journées. Alors que lorsque vous allez utiliser le 1H, vous allez le plus souvent faire une journée. Ça va aussi dépendre de votre session. Si je dois tout récapituler ceci, les amis, vous allez comprendre que des marchés où la courbe est haussière, comme ça, ok, est tout simplement les marchés qui seront dominés par les acheteurs. Et les marchés qui ont une courbe comme ceci est tout simplement les marchés dominés par des vendeurs. Maintenant, vous allez devoir utiliser le concept de tendance pour vraiment identifier les niveaux d'entrée, tout simplement. Maintenant, nous allons passer au graphique et nous allons essayer d'identifier les types de marchés que nous pouvons avoir. Ici, les amis, vous pouvez tout simplement voir un marché qui est dominé par quelle loi? Par la loi de la demande, tout simplement. C'est dominé par des acheteurs. Ok? Vous pouvez voir la courbe là, nous avons une courbe haussière, tout simplement. Ici, je ne veux pas offrir, je ne veux pas vendre. Je sais déjà que je suis sur le marché de la demande. Donc, si j'entre ici, c'est également pour demander. Ou bien c'est également pour acheter seulement. Je ne sais pas si je me fais comprendre, les amis. Donc, voici comment vous identifiez ce que vous devez faire tout d'abord, même avant de le faire. Voici comment j'identifie d'abord la tendance. Je sais que si j'ai une courbe haussière comme ça, alors ce marché est dominé par des acheteurs. Moi-même, je deviens acheteur automatiquement. Là, nous avons un prochain marché. Ok? Et vous allez tout simplement voir que ce marché est dominé par quelle loi? La loi de l'offre. Ok? Ce marché est dominé par la loi de l'offre. Si c'est dominé par la loi de l'offre, ce que je veux faire, c'est que je veux arriver ici et je ne veux que être vendeur. Donc, tous ces montées-ci, tout ceci, ce qui monte un peu là, ça ne m'intéresse pas. Je cherche que des niveaux de vente. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, premièrement, voici comment vous utilisez le concept de supply et de demande pour déterminer votre tendance. Maintenant, les amis, une fois que j'ai déterminé la courbe, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux maintenant venir déterminer la tendance. Et là, je vois que j'ai une tendance haussière comme ça. Je fais ceci, les amis, tout simplement pour déterminer les zones d'entrée. Et j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc là est ma tendance haussière. Une fois que j'ai la tendance, maintenant, identifier les U et les N sur le marché va tout simplement me permettre de savoir les niveaux d'entrée. Et c'est tout. Maintenant, si nous revenons à cette courbe-ci, vous allez voir que si je dois identifier la tendance, c'est tout simplement ça. OK? Donc là est tout simplement ma tendance. C'est aussi simple que ça, les amis. Et j'identifie les tendances juste pour savoir les niveaux d'entrée. Maintenant, pour cet exemple, j'ai utilisé l'unité de temps 4 heures. Maintenant, vous pouvez vous exercer sur peu importe votre unité de temps, dépendant tout simplement du type de trader que vous êtes. Maintenant, une fois que vous avez déterminé la courbe, ok, maintenant nous allons passer à comment déterminer les zones d'action. Ici, les amis, vous devez comprendre que le marché n'a que deux moments seulement. Ok, il y a des moments que je vais appeler ici des moments de certitude, ok, et il y a tout simplement des moments d'incertitude. Lorsque je parle des moments de certitude et d'incertitude, pour traduire ça au graphique, nous allons tout simplement parler d'impulsion et d'indécision. Donc ici, nous avons l'impulsion et nous allons avoir ici de l'indécision. Maintenant, c'est quoi une indécision? Une indécision, c'est tout simplement la partie où il y a l'achat et la vente au même niveau de prix. Le plus souvent, vous allez voir des mouvements comme ceci. Lorsque vous avez quelque chose comme ça, vous comprenez donc que ça, ce sont des moments d'indécision. Ok? Si vous entrez ici, tout ce que vous avez à faire, c'est seulement de vendre. Et lorsque nous sommes de ce côté, les amis, tout ce que vous avez à faire, c'est d'acheter. Là, c'est clair.
Mais ici, à ce niveau de prix, vous comprenez que sur cette zone de prix-ci, il y a eu des vendeurs et il y a eu des acheteurs. Et ici, c'est ce que nous allons appeler notre zone d'action. Maintenant, vous allez comprendre que à chaque fois que nous avons une zone d'action, nous avons une impulsion. Et je vais tout simplement vous traduire cela par ces 4 figures-ci que nous pouvons avoir. Vous allez voir que nous avons une zone d'indécision, nous avons une impulsion. À chaque fois, vous allez voir cela. Maintenant, pour parler d'indécision ici, les amis, l'indécision peut être de plusieurs types. Ça peut être seulement un V, comme ça, ou bien ça peut être seulement un N, comme ceci, ok? Ou bien encore, ça peut être peu encombré comme ça. Mais ce que vous allez prendre en compte, ça serait tout simplement la partie récente. Donc, je vais prendre le V récent ici, ou bien encore le V inversé récent. C'est tout ce qui m'intéresse là-bas. Maintenant, si je dois réunir ceci tout ensemble, vous allez donc comprendre les 4 conditions que nous pouvons avoir sur le marché. Ici, pour notre première condition, les amis, nous allons dire que nous allons avoir une impulsion baissière. Après, tout simplement, nous allons avoir de l'indécision. Et juste après, les amis, nous allons avoir de l'impulsion, une impulsion baissière, comme ça. Ceci est la première condition, bien encore la première figure que vous pouvez observer. Tout d'abord, nous allons commencer avec une impulsion baissière. Après, nous allons avoir une indécision. Et puis, après cette indécision, nous allons avoir une impulsion baissière. Donc, dans ce cas-ci, nous avons 2 impulsions. Et la direction de ces 2 impulsions-ci sont tout simplement baissières. Et là, nous allons voir le deuxième type de figure que nous pouvons avoir ici. Ici, nous allons avoir une impulsion haussière. Nous allons avoir de l'indécision. Et puis, nous allons avoir de l'impulsion haussière. Donc là, c'est le deuxième type. Donc, maintenant, vous comprenez que c'est juste l'inverse de ceci. Ça, c'est dans le cas où vous êtes sur un marché vendeur. Et là, c'est dans le cas où vous êtes sur un marché acheteur, tout simplement. OK? Maintenant, ces 2 types de figures, les amis, sont ce que nous allons appeler des figures de continuation. OK? Donc, ces 2-ci sont des figures de continuation. Maintenant, nous allons nous intéresser à la 3e figure que nous pouvons avoir. La 3e figure ici, les amis, tout simplement, serait d'avoir d'abord une impulsion baissière. Après, nous allons avoir une indécision. Et puis, après cette indécision, nous allons avoir une impulsion haussière. Maintenant, la 4e et la dernière figure, nous allons avoir une impulsion haussière. OK? Nous allons avoir de l'indécision. Et puis, nous allons tout simplement avoir une impulsion baissière. J'espère que je me fais comprendre. Donc là, on va appeler ceci des figures de retournement. Maintenant, vous voyez que ici, vous avez 2 figures de continuation et vous avez 2 figures de retournement. Pour comprendre tout ceci, vous allez juste comprendre que dans ces 2 premiers cas où nous avons des figures de continuation, les 2 impulsions sont du même côté. C'est-à-dire, nous avons commencé par une impulsion baissière et nous avons terminé par une autre impulsion baissière. Maintenant, ici également, nous avons commencé par une impulsion haussière et nous avons terminé par une autre impulsion haussière. Lorsque nous sommes arrivés sur ces 2 dernières figures, nous avons commencé par une impulsion baissière, mais nous avons terminé par une impulsion haussière. Ici, nous avons commencé par une impulsion haussière, mais nous avons terminé par une impulsion baissière. C'est pour cela qu'on va dire que ces figures sont des figures de retournement. Pourquoi? Parce que le mouvement était d'abord baissier. Ok? Après, cela s'est retourné, ça a donné un mouvement haussier. Ici, le mouvement était d'abord haussier. Après, cela s'est retourné. Après indécision, cela s'est retourné pour avoir un mouvement baissier. Donc, les amis, j'espère que vous êtes en train de comprendre la chose. Maintenant, lorsqu'on va vous parler, les amis, de drop base drop, ou bien encore rally base rally, ou bien encore vous parler de drop base rally, ou bien encore de rally base drop, tout cela, ce sont ces figures-ci. Le plus important, vraiment, ce n'est pas les noms. Le plus important, c'est de comprendre le mécanisme qu'il y a derrière. Ok, donc comme dit plus tôt dans la vidéo, les amis, vous voyez que à chaque fois que nous avons une indécision, nous avons une impulsion. Nous avons une indécision, nous avons une impulsion. Nous avons une indécision, nous avons une impulsion. Maintenant, c'est cette impulsion-là qui nous montre la direction à prendre. C'est après cette impulsion qu'on comprend que bon, ok, la direction dont à prendre, c'est cette direction. Par exemple, sur cette structure-ci, c'est après cette impulsion-ci que je vais comprendre que bon, ce dont je dois faire ici, c'est de vendre. Ici, après cette impulsion haussière, je comprends que je ne dois que acheter. Après, par exemple, cette impulsion haussière ici, je comprends que je ne dois que acheter. Ici, je ne dois que vendre. Ok? J'espère, les amis, que vous me comprenez. Maintenant, les amis, ce que nous allons faire, c'est tout simplement passer aux zones de supply et aux zones de demande. Ou bien encore, nous allons passer aux zones d'achat et aux zones de vente. Et lorsque nous allons faire cela, les amis, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont absolument rien compris sur les zones de supply et de demande. Les amis, vraiment, si vous n'avez pas encore liké la vidéo jusqu'ici, je suis pas trop d'accord avec vous. Parce que, appuyez sur le bouton du like, ça ne vous coûte absolument rien. Et cette vidéo également est gratuite. Et je vous livre des informations absolument premium. Okay? Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de liker et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc, si tu n'as pas encore liké la vidéo, je te conseillerais de faire dans 3, 2, 1. Ok, merci, c'est gentil. Donc, nous pouvons continuer. Donc, une fois que nous avons déterminé les figures d'action, quelles sont donc les zones
d'action. Maintenant, nous allons parler des deux types de zones d'action que nous pouvons avoir sur le graphique. Et notre premier type, tout simplement, que nous allons avoir, ça serait tout simplement la zone de demande. Donc, la zone de demande est notre premier type de zone d'action que nous pouvons avoir. Et lorsque nous allons parler de deux zones de demande, nous allons seulement nous servir de deux structures seulement sur le marché pour pouvoir déterminer une zone de demande. Nous allons seulement nous servir de deux structures. Vous êtes sans douter, les amis, que nous avons discuté de 4 structures lors de la vidéo, qui sont celles-ci. Donc là, nous avons notre première structure, deuxième structure, troisième et quatrième. Maintenant, lorsqu'on parle de zone de demande, nous avons déjà identifié les types de marchés, non? Donc, si nous avons les zones de demande que nous voulons identifier, c'est sur des marchés où la loi de la demande domine. C'est là-bas que nous allons le plus déterminer nos zones de demande. Ok, maintenant lorsqu'on parle de zones de demande, les amis, si vous avez bien suivi la vidéo plus tôt, vous allez comprendre qu'il s'agit tout simplement d'acheter, n'est-ce pas? Alors nous allons chercher des figures qui vont nous permettre d'acheter. Et comment choisir parmi ces 4 figures, quelles sont les 2 figures qui vont nous permettre d'acheter? Ici, nous allons tout simplement nous intéresser à l'impulsion récente. C'est l'impulsion qui va nous dire quelle figure utiliser pour acheter. Et l'impulsion là que nous cherchons, c'est l'impulsion qui va dans la direction que nous cherchons. Donc, si nous cherchons à acheter, alors nous cherchons des impulsions haussières. Donc, ici, vous allez voir que cette première figure, si son impulsion récente ici est vers le haut. Donc, nous allons utiliser notre première figure, qui est cette figure-ci. Maintenant, vous allez voir que lorsque je m'intéresse à la deuxième figure, je vois que non. Celle-ci, son impulsion est plutôt une impulsion baissière. Alors, ce n'est pas cette figure que j'ai besoin pour déterminer une zone de demande. Je reviens maintenant sur cette troisième figure. Je vois que, ok, sur cette troisième figure également, cette troisième figure peut me permettre de déterminer une zone de demande parce que son impulsion est haussière. Mais celle-ci ne me permet pas, tout simplement. Alors, je vais seulement choisir ces 2 structures-ci pour vous expliquer. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, les amis, c'est quoi? C'est les moments d'indécision. Ce sont ces moments d'indécision-là qu'on va qualifier ici de zones de demande. Donc, ce qui fait que ces 2 structures-ci, pour le moment, ça nous intéresse pas. Donc, on va tout simplement les enlever. Maintenant, nous allons caler avec ces 2-ci. Comment est-ce que je vais déterminer une zone de demande? La zone de demande, ici, les amis, ce serait tout simplement la zone d'indécision ou bien encore la zone de manipulation. Lorsque je parle d'indécision ou de manipulation, c'est la zone où il y a eu l'achat et la vente en même temps. Lorsqu'il y a eu l'achat et la vente en même temps, c'est cette zone-là qui va m'intéresser comme une zone de demande. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Je vais voir là que, bon, beaucoup vont venir et vont considérer plutôt cette zone-ci comme une zone de demande et tout ça. Vous allez comprendre après que ceci n'est pas une zone de demande, mais c'est dans la zone de demande. Vous allez comprendre en fait que lorsque vous désignez ceci comme une zone de demande, ce n'est pas tout à fait ça. Vous allez aussi voir des personnes qui vont venir et désigner ceci également comme une zone de demande. Non, vous allez comprendre. C'est quoi donc la zone de demande ici? C'est tout simplement la zone où il y a eu l'achat et la vente au même moment. C'est ça qu'on appelle zone, les amis. N'oubliez pas ce mot-ci. Zone veut dire que ce n'est pas un certain niveau, mais c'est plutôt une zone de prix. Pour récapituler, comprenez-moi très bien les amis parce que c'est très important. Une zone de demande, c'est tout simplement une zone d'indécision qui se trouve sur un marché haussier. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, voici ma zone d'indécision ici. Je vous ai dit que ici, dans ce cas-ci, c'est un V et le V récent. Par contre, je ne vais pas considérer ceci parce que ce n'est pas récent. Le V qui est récent, et lorsque je parle récent de la droite du graphique. Vous allez voir que ce V-ci est le V que j'ai qui est le V récent. Donc, ceci est ma zone de demande. Tout simplement. Et pourquoi, en fait, on appelle ça zone de demande? Parce que ce qui m'intéresse, c'est la zone d'indécision. C'est cette zone-là que le prix a souvent tendance à venir rechercher. Parce que ici, il y aurait des ordres qui ne sont pas exécutés lors de la manipulation, par exemple. Donc, les ordres qui ne sont pas exécutés vont se trouver ici. J'espère que je me fais comprendre. Maintenant, vous allez voir que ceci correspond tout simplement à la zone d'indécision que j'ai expliqué plus tôt. C'est vrai que celle que j'ai expliquée plus tôt était un peu encombrée comme ceci, mais même si c'est encombré, vous devez juste comprendre que la zone que je cherche, c'est le V récent. C'est ça qui est ma zone. Une zone d'indécision, et c'est cette zone d'indécision-là qui est ma zone de demande. Et cela est qualifié zone de demande parce que ça se trouve sur une tendance haussière. C'est pour cela que je vais appeler ça zone de demande. Mais en réalité, ce sont les zones d'indécision qui nous servent de demande et de supply. Maintenant, vous allez voir que après cette zone-ci, parce que ici c'était clair qu'ils ont acheté, c'était clair que ici c'était l'achat, mais ici on a eu vente et on a eu achat. C'est cette zone-là, les amis, qui va m'intéresser pour un retour du prix comme ceci et engager mon impulsion. Donc c'est là-bas que je vais réattendre le prix. Dans toute cette zone-ci. Ce n'est pas seulement ce bas-ci. Parce que souvent, vous allez voir que vous allez qualifier ce bas-ci, mais le prix va venir et ne va même pas arriver ici en bas et partir. Après, les amis, je vais vous dire comment est-ce que vous devez résumer votre zone de supply et de demande. Maintenant, si nous arrivons sur cette structure-ci, là, je vois que beaucoup ont déjà deviné la zone de demande. En fait, c'est la zone de l'indécision qui va se trouver sur une tendance haussière, tout simplement. Donc, c'est cette zone-là, les amis, qui est ce que je vais appeler ma zone de demande. J'espère que vous comprenez tout jusqu'ici, les amis. Mais sinon, si vous avez des questions ou bien des préoccupations, posez-y vos préoccupations. Et n'hésitez pas, les amis, ça c'est très important, n'hésitez pas de joindre le groupe Telegram. C'est tout à fait gratuit.
Maintenant, nous allons parler du deuxième type de zone d'action qui est tout simplement la zone de supply. Maintenant, pour déterminer la zone de supply, nous avons besoin de nos structures. Maintenant, d'identifier les structures qui vont nous servir à identifier les zones de supply. Maintenant, quelles sont ces structures-là? Je cherche tout simplement toute structure qui a des impulsions baissières. Là, vous allez voir que ici, ce n'est pas la structure, parce que cette structure, c'est plutôt une impulsion haussière. Alors, je ne la prends pas. Je reviens ici. Ici, j'ai cette structure-ci qui a une impulsion baissière. Donc, celle-ci est qualifiée. J'arrive sur le troisième a une impulsion haussière. C'est pas qualifié. Ici également, je vois qu'elle a plutôt une impulsion baissière, donc celle-ci également est qualifiée. Donc, ce qui fait que ces deux structures-ci, nous allons les enlever. La zone de supply ici, ou bien encore la zone de l'offre ou la zone de la vente, serait tout simplement la zone d'indécision qui se trouve sur une structure baissière. Et la zone d'indécision, ça va commencer à partir de cette zone-ci, comme ça. C'est aussi simple que ça, les amis. Ici, il n'y a absolument rien à compliquer. Maintenant, quelle est la zone de supply que je peux trouver ici? Ça serait tout simplement la zone d'indécision qui va se trouver sur une structure baissière. Et cette zone-là, ça serait cette zone récente ici. Maintenant, vous allez comprendre que nous avons parlé de deux zones de demande et de deux zones de supply. Maintenant, les amis, nous allons passer sur comment identifier les zones de supply et les zones de demande sur un graphique. Et juste après, nous allons parler des zones de supply valides et des zones de supply invalides. Ici, les amis, nous allons identifier tout d'abord la courbe pour identifier le type de marché sur lequel nous nous trouvons. Par exemple, là, je vais voir que j'ai une courbe baissière. Donc, ici, je suis producteur, c'est-à-dire je suis vendeur. OK? Là, je suis vendeur automatiquement parce que j'ai déjà une courbe baissière. Maintenant, lorsque j'ai une courbe baissière, je dois maintenant identifier la structure qui va aller avec ma zone. Par exemple, ici, je peux avoir une structure ici, OK? Qui serait tout simplement une structure U. Lorsque j'ai ma structure ici, les amis, vous allez voir que quelle est ma zone d'indécision ici? Ma zone d'indécision va tout simplement être cette zone-ci. Et vu que nous sommes sur une courbe baissière, quel est le nom donc que je vais donner à cette zone d'indécision? Et le nom serait quoi? Ce serait tout simplement ce qu'on va appeler une supply zone. C'est aussi simple que ça, les amis. Une supply zone. Maintenant, vous allez voir que là, nous avons eu la cassure par cette bougie rouge. Après, nous avons eu le retracement dans la zone de supply zone avant d'avoir toute cette impulsion baissière-ci. Et vous voyez à quel point l'impulsion est tout simplement donnée. OK? La puissance de l'impulsion, vous pouvez tout simplement voir la puissance de l'impulsion ici pour comprendre que, OK, ouais, tous les ordres qui avaient à ce niveau ont déjà été comblés. C'est pour ça que nous avons toute cette impulsion ici. Maintenant, si j'arrive encore, vous allez voir que c'est juste ce que le prix fait, les amis. Donc, nous allons retracer ce niveau et impulser à nouveau comme ça. Ici, vous allez voir que après cette impulsion-ci, j'ai eu un retracement dans la zone de supply, n'est-ce pas? Après, j'ai eu l'impulsion baissière. Maintenant, ce que je dois encore identifier, c'est quelle est ma nouvelle zone de supply. Et ma nouvelle zone de supply, c'est tout simplement le niveau d'indécision qui est ce niveau-ci. C'est le niveau d'indécision qui va se trouver sur une structure baissière. Et c'est ça qu'on va appeler en fait une supply zone. Donc les amis, ma supply zone, ce n'est pas cette zone-ci, mais cette zone-ci. Dessiner ça comme ça, c'est autre chose que je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo, vous allez comprendre. Mais dessiner la supply zone, c'est ça, la supply zone. Et vous voyez que ici, le prix est tout simplement revenu dedans et parti. Maintenant, des fois, les personnes vont tracer comme ceci et dire que le prix n'est pas revenu dans ma supply zone. Mais je vais vous dire que non. Le prix est revenu dans ta supply zone. C'est la supply zone que tu n'as pas bien dessinée. Mais sinon, le prix est revenu dans ta supply zone. Maintenant, le secret ici, les amis, est de savoir comment est-ce que je dois résumer la supply zone. C'est ça le secret. C'est que tu dois résumer juste ta supply zone. Parce que ici, vous voyez que cette supply zone-ci est très grande. Donc, je peux pas, par exemple, entrer ici, placer mon stop loss ici en haut. Ça serait du n'importe quoi. Donc, je vais savoir quels sont les niveaux clés dans ma zone de supply zone. C'est ça qui va servir pour le retour du prix. J'espère que je me fais comprendre, les amis. Maintenant, vous allez voir que ces deux structures que nous avons discutées, celle-ci et celle-ci, sont tout simplement les structures de continuation. Ici, nous pouvons avoir un très bon exemple sur une structure de retournement. Là, vous allez voir que j'ai de l'impulsion ici, après quelque chose comme ça. Puis après, ça a été cassé comme ça. Maintenant, je dois déterminer ma zone de supply. Ma zone de supply, les amis, c'est tout simplement la zone d'indécision qui va se trouver sur ce V récent inversé, ceci. Donc, tout ceci, les amis, est ma zone de supply zone. Une fois que j'ai la cassure de ce niveau plus bas, si le prix peut retracer n'importe où ici est parti. C'est ce que vous devez comprendre. C'est maintenant comment savoir quand résumer ma zone de supply zone. Alors, c'est ça le truc qu'il y a derrière. Mais sinon, la supply zone, c'est tout ceci. J'espère que je me fais comprendre, les amis. Si nous allons encore continuer ici, vous allez voir que là aussi, nous avons une supply zone comme ça. OK? Nous avons une supply zone comme ça. Le prix est revenu dedans une fois, deux fois, trois fois et boum, est reparti. Donc, lorsque vous dessinez vos supply zones, les amis, cherchez des niveaux d'indécision. Et le niveau d'indécision que j'ai ici, les amis, c'est tout simplement ce petit V-ci. Vous allez voir que c'est ça que le prix va venir chercher et repartir. Donc, c'est donc tout ça qu'on va appeler la zone de supply. OK? Donc, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, les amis, vous n'allez pas venir considérer un bloc comme une zone de supply. Parce qu'un bloc n'est pas une zone de supply. Maintenant, nous allons passer à un autre exemple. Ici également, vous pouvez voir une courbe qui est tout simplement traduite comme ceci. Donc là, je sais qu'à ce niveau, si je suis acheteur, maintenant, si je dois identifier ma structure, je peux l'identifier comme ceci. Alors ici, c'est ma zone de
de demande, tout simplement. Voici également une zone de demande qu'on avait eue ici, mais le prix n'est jamais revenu dessus. Elle est revenu former une autre nouvelle zone de demande ici. Et nous avons cette zone de demande-là. Mais le prix est revenu sur cette zone de demande-ci, mais pas sur celle-ci. Elle est revenue sur celle-ci également. Donc, vous comprenez ici que, en fait, la zone de demande, c'est cette zone d'indécision que je vais avoir sur cette tendance haussière. C'est tout. Et cela serait le plus souvent qualifié par ce petit V que vous allez avoir ici. Donc, ce petit V-ci, c'est ce qu'on va appeler notre zone de demande. OK? Donc, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, ceci n'aurait plus de secret pour vous. Les noms demande et supply, c'est tout simplement dédié au type d'indécision. Si c'est une indécision qui se trouve sur une structure haussière, on va appeler ça zone de demande. Si c'est une zone d'indécision qui va se trouver sur une structure baissière, on va appeler ça zone de supply. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien à compliquer derrière. Maintenant, nous allons tout simplement passer aux zones de supply et aux zones de demande. Valide et invalide. Bien, ici les amis, nous allons commencer par la zone de demande valide et invalide. Maintenant, nous allons dire que ce qui différencie la zone de demande valide et invalide serait quoi? Ça serait la tendance. Maintenant, comment est-ce que la tendance va tout simplement différencier cela? Donc, sur une tendance baissière, les amis, toutes les supply zones seront tout simplement invalides. Maintenant, qu'est-ce que vous allez utiliser pour déterminer votre tendance? Maintenant, si j'arrive sur une structure haussière, comme ça, et ici, nous avons une tendance baissière, tout simplement. Toutes les demandes zones qui vont se trouver sur une tendance baissière est tout simplement une demande zone invalide. Toutes les demandes zones qui vont se trouver sur une tendance haussière est tout simplement les demandes zones valides. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, disons que si ceci, les amis, c'est H4. Lorsque vous descendez en unité de temps inférieure, ce que vous voulez voir, les zones qui doivent vous intéresser, ce sont les petites demandes zones que vous allez avoir ici. OK? C'est cette demande zone-là qui vont vous intéresser. Lorsque j'ai une structure baissière comme ça, la demande zone, par exemple, qui va se trouver lorsque le prix va retracer avec des structures comme ceci. Les demandes zones que je vais avoir sur cette zone-ci sont des demandes zones invalides ici. Ce sont des demandes zones invalides. Maintenant, lorsque je parle de validité et invalidité, c'est en termes de probabilité, les amis. Les zones de demande qui ont de très fortes probabilités, ce sont ceux qui vont aller avec la tendance. Donc ici, nous allons dire que les zones de demande qui vont se trouver ici. Par exemple, ceux que je vais avoir ici, OK, et ceux que je vais avoir également ici et ici. Toutes ces zones-là, les amis, ce sont des zones de demande valides. Mais par contre, ceux-ci sont des zones de demande invalides parce que la tendance d'abord est une tendance baissière. Maintenant, passons aux zones de supply. Pour les zones de supply, les amis, ce serait le même schéma et la même chose. OK? Mais juste l'explication inversée. Pour les supply zones valides, toutes les supply zones qui seront valides seront ceux qui seront sur une tendance baissière. Donc, utilisez d'abord H4 pour identifier votre structure du marché. Si elle est baissière, alors toutes les supply zones que vous allez trouver en M15 seront des supply zones valides. Maintenant, si vous avez plutôt une structure haussière, ce qui veut dire que si vous avez une structure haussière, toutes les supply zones que vous allez avoir en M15 seront des supply zones invalides, donc de faible probabilité. J'espère que je me fais comprendre. Donc, ce qui veut dire que les supply zones que je vais trouver ici, par exemple, comme ça, en M15, ce sont des supply zones invalides. OK? Ce sont des supply zones que je ne veux pas prendre en considération. Même comme elles peuvent agir avec le prix, c'est risqué. Donc, c'est de très forte probabilité. Sinon, le prix peut toujours respecter cela. Le graphique fait ce qu'il veut faire, en fait. Maintenant, ce que nous allons essayer de faire ici, c'est tout simplement de passer au graphique pour vous montrer les supply zones valides et les supply zones invalides. Maintenant, ici, les amis, nous allons commencer par déterminer d'abord la courbe. Vous voyez que là, nous avons une courbe haussière, comme ça. OK? Ça veut dire que la tendance est une tendance haussière. Donc, si je dois identifier la structure, maintenant, lorsque j'ai identifié ceci, je vais descendre en M15 pour identifier les supply zones et effectuer mes entrées là-bas. OK? Maintenant, je vais comprendre que les seules zones qui vont m'intéresser ici ne sont que des demandes zones. Mais si nous sommes descendus sur du M15, par exemple, là, j'ai une demande zone, comme ça. Le prix n'est pas revenu dessus. J'avais un autre ici, que le prix est revenu là. OK? Le prix est revenu dans ma zone, et boum, à impulsif, tout simplement. Maintenant, regardez ici, les amis. Vous allez voir que là, nous avons une zone de supply comme ça. OK? Parce que là est notre niveau d'indécision. Après cette cassure, si on avait ce niveau d'indécision, le prix a tout ramassé. Le prix a tout simplement ramassé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son marché ici. Sur des marchés de demande, vous ne devez chercher que des demandes zones. Sur des marchés d'offres, vous ne devez chercher que des zones d'offres ou bien encore des zones de supply. OK? C'est pour cela que vous devez absolument comprendre ce concept-ci comme ceci, les amis. Cherchez des zones en fonction du marché. Si c'est un marché de demande, cherchez que les zones de demande. Si c'est un marché d'offres, cherchez que les zones d'offres. Donc, si je dois identifier les zones de demande, je vais avoir une zone de demande ici, comme ça. OK? Et le prix est revenu à l'intérieur. Là, nous avions une zone ici. Le prix n'est pas vraiment venu là-bas. Mais là, nous avons cette zone-ci. Le prix est revenu et tout ça. Nous avons également cette zone de demande-ci où le prix y est revenu également. Le secret ici, les amis, tout d'abord, est d'identifier son marché correspondant. Maintenant, je vais voir des personnes qui vont venir sur des marchés de vente et chercher des positions d'achat. Je ne comprends pas. Si tu es sur un marché vendeur, vends. Si tu es sur un marché acheteur, achète. Ce n'est que ça le secret, les amis.
Donc, quand vous faites comme ça, vous allez voir que tous ceux qui ont cherché la vente ici, parce qu'ils n'ont pas compris, en fait, dans quel marché ils se trouvaient, vont tout simplement perdre. Et la plupart, c'est ceux-là qui vont chercher à toujours prendre des retournements de sommet. Lorsque tu cherches à prendre des retournements de sommet, tu vas toujours te faire rater. Parce que le marché ne t'a pas encore dit qu'il est vendeur, mais tu cherches déjà les positions de vente. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce que je dois résumer une supply zone. Ou bien encore, comment est-ce que je dois résumer une demande zone, parce que vous pouvez voir là que cette demande zone, c'est très grande. Maintenant, vous devez savoir quelles sont les zones de retournement. Pourquoi est-ce que le prix est venu tourner plutôt ici et non ici à l'extrémité? Pourquoi est-ce que le prix est venu tourner, par exemple, ici et non ici à l'extrémité? Tout ça. Pourquoi est-ce que le prix a plutôt tourné ici? Comment est-ce que je pouvais faire mon entrée plutôt ici et non considérer toute la grande zone? Tout ceci, les amis, vous allez tout simplement l'avoir dans la prochaine vidéo. Alors, je vous conseillerais de vous abonner massivement. Et cette partie-là, les amis, ce serait tout simplement la partie du niveau avancé. Donc, les amis, cette vidéo était juste une vidéo pour introduire le concept de supply et de demande. Maintenant, nous allons sortir une deuxième vidéo, c'est-à-dire la partie 2, qui va tout simplement vous montrer quelles zones déterminer. Comment est-ce que je dois déterminer les zones de retournement qui vont se trouver dans ma zone de supply? Parce que vous allez comprendre que les zones de supply, en réalité, sont des très grandes zones. Du coup, ce serait un peu difficile pour moi de trader cela. Cette vidéo-ci était pour des niveaux de débutants. Maintenant, la prochaine vidéo, les amis, serait tout simplement pour des niveaux avancés. Donc, je vous conseillerais, les amis, de vous abonner massivement si vous voulez absolument voir cette vidéo-là. Et si vous voulez savoir comment considérer une imbalance, une mitigation, un order block ou bien tous les blocs que nous pouvons avoir parce que nous allons utiliser tous ces concepts-là lors de la prochaine vidéo. Alors, je vous conseillerais d'aller directement dans la description de cette vidéo et là, vous allez voir la liste des vidéos que vous devez absolument regarder avant la prochaine vidéo. Donc, nous allons utiliser tous ces concepts-là lors de notre prochaine sortie. Pour tous ceux-là qui ont la difficulté d'apprendre le trading par eux-mêmes, n'hésitez pas, les amis, de rejoindre le groupe Telegram où vous pouvez m'écrire en IB. Et je vais vous faire part de la formation privée que j'offre. Il y a un petit truc, les amis. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, donc c'est-à-dire que si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau-ci, maintenant, les amis, vous allez tout simplement laisser une phrase dans la barre des commentaires pour montrer que vous avez visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Là, je vais savoir ceux qui regardent ma vidéo jusqu'à la fin. Et la phrase clé, les amis, serait tout simplement « Je suis béni ». Donc, si j'ai vu que vous avez écrit en commentaire « Je suis béni », alors je vais savoir que vous avez regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Et lorsque je parle de « Je suis béni », les amis, je parle de vous parce que vous êtes bénis. Donc, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau-ci, vous êtes bénis. Donc, écrivez donc en commentaire « Je suis béni ». Alors, c'était tout pour cette vidéo, les amis, et je vous dis à plus.